Alors nous, on va parler à deux voix et quatre mains avec voilà Aurélie Borul. Agnès Linglard, moi je travaille à Bicêtre comme pédiatre et je coordonne un centre de référence, une filière de santé maladies rares et j'ai accepté voilà effectivement de travailler au sein de la PHP sur avec la communauté maladies rares. Je suis très contente de prendre cette mission à la suite du pilotage et du montage du 4e plan maladies rares. Je suis très contente à plusieurs titres. D'abord, pour moi, les maladies rares à l'assistance publique, c'est un exemple absolument majeur de ce qu'on peut faire, de ce que les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les patients et les soignants, arrivent à mobiliser et à faire bouger une institution comme l'AP, à créer une véritable dynamique et au-delà d'une dynamique, une véritable force. Donc voilà, je pense que c'est un honneur et puis je suis contente de pouvoir travailler avec toutes ces personnes pour pouvoir continuer d'emmener et de guider, de développer les différentes missions qui ont été confiées au 4e plan maladie rare 4, qui sont ambitieuses. Et dans lesquelles on a un gros rôle et une véritable place à prendre. Voilà, donc on a préparé une petite présentation avec Aurélie. Je vais commencer. Alors, bien sûr, les chiffres sur les maladies rares, on les a déjà vus et revus plusieurs fois, à la fois la définition, le nombre de personnes concernées. C'est tout de même, si on prenait le nombre de patients qui passent à l'AP, ça représente plusieurs milliers de personnes atteintes de maladies rares qui passent à l'assistance publique chaque jour. Et donc, il faut... donc c'est vraiment une connaissance générale qu'on doit délivrer. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été un peu mentionné par le directeur général, mais on doit parler de maladies rares, mais aussi des malades ultra rares, parce qu'on ne doit pas les oublier dans toute cette dynamique. Quand on a 2 patients, 3 patients seulement dans notre réseau, c'est quand même des patients qui vont avoir un parcours de soins, qui vont avoir besoin de recommandations, qui vont avoir besoin qu'on travaille sur identification d'un diagnostic et évidemment le développement d'une thérapie, puisque on a malheureusement plus de 95% de nos patients qui n'ont pas encore de traitement. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont faire qu'un patient a du mal à arriver jusqu'à un centre de référence, et puis après, au cours de son parcours, rencontre des difficultés. On a toute la période pré-diagnostic, on a la période parcours de soins, et il ne faut pas oublier dans tout ça, le parcours de vie des patients, et donc comment les patients vont s'insérer dans leur école, leur université, leur métier, la vie de tous les jours, tous les aspects médico-sociaux. Et donc, voilà, donc il y a beaucoup de freins. Et nous, on a identifié cette priorité de santé publique et on a des éléments pour pouvoir y répondre. Et j'ai mis là une diapositive qu'on avait préparée pour illustrer. C'est une des pathologies qu'on prend en charge dans le centre de référence dans lequel je travaille. Nous, on voit des patients qui ont des déformations osseuses, des anomalies du squelette, des fragilités osseuses qui font des fractures. Et donc, en fait, ça décrit vraiment qu'au cours du parcours du patient, qui va du fait que ce sont des patients qui ont des atteintes plurisystémiques, qui ont besoin de prise en charge pluridisciplinaire, qui vont faire face à des hospitalisations répétées, des examens répétés, des traitements sur le long terme qui n'apportent pas toujours une réponse, le développement de complications, nécessité de venir en urgence, donc d'avoir une carte d'urgence, quelqu'un aux urgences qui connaissent leur pathologie, tout un aspect administratif qu'ils doivent prendre en charge. En fait, dans chacune de ces cases, les centres de référence ont des éléments de réponse, les filières de santé maladies rares aussi, les plateformes d'expertise maladies rares jouent leur rôle, et de façon globale, l'assistance publique également apporte véritablement sa contribution et son plus, et permet d'apporter tout le support pour accompagner le patient dans toutes ces démarches.
Je vais aller rapidement sur ça c'est pas le parcours du patient, c'est le parcours des maladies rares. Donc c'est comment est-ce qu'on a commencé 2004-2005 avec les premiers centres de référence. Et là, c'était donc initiative qui part des patients, accompagnée de quelques professionnels de santé qui avaient vraiment identifier ce besoin médical non rendu encore, hein, et comme on parle en langage pharmacologique, je dirais. Et donc, et c'est vraiment la première idée, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de l'invisibilité, c'est-à-dire comment le patient maladie rare, il peut trouver quelqu'un qui va être capable de répondre à ces questions. Donc, un plan maladie rare qui a permis au départ d'identifier plus d'une centaine de centres de référence maladies rares. Et après, il a fallu s'organiser. Et toute la question de la coordination, coordonner un parcours de soins, mais coordonner des centres de référence, coordonner des actions, tout ça, c'est la création des filières de santé maladies rares qui a permis, avec le deuxième plan, de faire ce travail toujours en s'appuyant ou en travaillant aux côtés des associations de patients, et tout ça pour permettre d'accéder à l'expertise. Donc les réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est né avec les filières, avec le deuxième plan. Et puis ensuite, il faut arriver à s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire on va essayer de ne pas vivre de plan en plan, mais de créer des actions pérennes. Et pour ça, ce qui fonctionne, c'est de créer des objets structurants. Donc de consolider la place des filières, mais de créer des structures, et c'est là qu'il y a eu la création des premières plateformes d'expertise maladies rares, pour arriver localement à bien ancrer les maladies rares dans la culture d'un CHU et au-delà même d'une région. C'est créer des objets comme participer à la création d'objets comme le plan France médecine génomique, c'est de créer, de développer la base nationale de données maladies rares. Et donc ça, ce sont des initiatives avec d'ampleur nationale. C'est énorme à arriver à coordonner pour que chaque patient puisse avoir un séquençage du génome et une réponse à la question de son diagnostic. On n'y est pas encore, mais on a énormément progressé, et les délais sont maintenant des délais qui sont, je pense, largement acceptables pour un diagnostic. Et puis le quatrième plan maladie rare, j'en dirai un petit peu plus. Le quatrième plan maladie rare, c'est renforcer et ancrer dans la durée ces grands objets, potentialiser en plus la base nationale de données maladies rares. C'est parler de repérage et dépistage des maladies, et c'est parler thérapeutique, et c'est comment est-ce qu'on peut arriver à développer, on a déjà évoqué plusieurs fois le mot de maladies rares innovantes, et donc de thérapie innovante. À la PHP, la force, c'est qu'on va regrouper beaucoup de cette activité autour des maladies rares, beaucoup de ces acteurs. Si on regarde donc les centres de référence, le directeur nous a donné un chiffre de 391 au total et 71 coordinateurs. Voilà. Voilà, sur les filières de santé, on est à 11 sur les 23 filières, donc quasiment la moitié des filières de santé nationale maladies rares sont coordonnées par l'assistance publique. Donc, si vous réfléchissez en termes de nombre d'acteurs qui sont impliqués, ça fait vraiment beaucoup de monde. 5 plateformes d'expertise qui ont donc une vocation à la fois locale dans leur CHU, mais qui s'étend au-delà dans leur région. Et on va aller au-delà de la France et aller jusqu'à l'Europe. Et ça, c'est aussi une des ambitions du quatrième plan maladies rares. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 réseaux européens de maladies rares qui sont en gras sur la diapositive en bas, et qui sont coordonnés également, dont la coordination est également non seulement située à l'AP, mais soutenue, c'est-à-dire que l'AP investit dans ces réseaux, dans ces coordonnateurs, et les accompagne dans leurs actions.
je crois que le DG a évoqué le mot de fierté. Moi, je pense que aujourd'hui, je suis assez fière d'être ici devant vous, parce que quand je vois tout ce travail auquel on a tous, ceux qui sont dans la salle, je vois beaucoup d'acteurs qui ont participé à la construction et à ce développement. Ce modèle qui a été développé pour les maladies rares à l'échelle de l'Europe, c'est vrai qu'on peut avoir une véritable fierté pour cela et d'être présent ici au siège pour en parler. C'est un investissement majeur du gouvernement français. Aujourd'hui, on est passé de 100 millions pour 5 ans à plus d'1 milliard d'euros pour 5 ans. Et avec ça s'accompagne des emplois, des actions, des financements de grands objets. Donc j'ai déjà un peu parlé de la base nationale de données maladies rares, qui est un acteur qui est un véritable partenaire de l'assistance publique. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a déjà 1,5 million patients dont les données, dont les données ont été entrées dans la BNDMR. Et ça veut dire que si on estime qu'il y a à peu près 3 millions de patients concernés par les maladies rares en France, on a une base de données absolument énorme, un potentiel énorme pour pouvoir travailler. En tout cas, sûrement la première base de données maladies rares en Europe et probablement dans le monde. Donc ce sont des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Les forces maladies rares, à l'assistance publique, on a déjà donné les chiffres, on ne va pas les redire, mais c'est juste, la diapositive, moi je trouve qu'elle montre d'une part que tout le réseau et tous les GHU sont concernés et sont tous emparés du sujet maladies rares. Tout le monde a des centres de référence, des centres de compétences. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on est présent à tous les niveaux, du centre de référence à la filière, aux plateformes et au réseau européen. Et en fait, on n'embarque pas seulement les personnes qui sont employées dans le centre de référence ou dans une filière, c'est qu'on embarque les infirmières d'un service, on embarque les laboratoires et les plateformes de génomique de la PHP, on embarque les structures d'appui à la recherche, on embarque les universités, on embarque l'INSERM, les unités de recherche, dont les unités sont situées sur les lieux des CHU. Donc, il y a un potentiel qui est extrêmement important. Aurélie, un petit mot? Il nous reste 1 minute. Oui, c'est ça. Moi, je suis assez bavarde, en fait. Désolée. Et je vais aller très très vite. Du coup, forcément, quelques mots sur la Journée internationale des maladies rares. Vous savez qu'au niveau international, c'est coordonné par Aurore 10. C'est l'occasion de parler de la plateforme maladies rares, d'autres acteurs forcément de l'écosystème avec lesquels on est très connectés, notamment l'Alliance maladies rares, du coup avec Monsieur Plançon qui va nous faire l'amitié de faire la conclusion ce jour. Cette plateforme qui a des objectifs forcément de mettre en avant les maladies rares, que ça devienne vraiment une priorité de santé publique, soutenir les associations de malades. Et voilà, les patients sont forcément le centre de notre préoccupation à l'AP. Avoir des actions d'information auprès de tous les publics et puis soutenir la recherche, évidemment, pour aboutir vers des traitements. L'Alliance maladies rares, c'est elle qui décline cette journée internationale maladies rares en France. Donc, au périmètre de l'AP, on n'a pas juste cette première demi-journée institutionnelle qui est à l'initiative de la DRCI. Mais vous avez peut-être pu voir l'année dernière, pour la première fois, certains hôpitaux de l'AP qui étaient illuminés. Donc, c'est l'action assez emblématique de cette journée internationale. Il y en avait 4 l'année dernière, on en a 3 de plus cette année. Donc, apparemment, ça plaît, parce que sinon, j'imagine que ça ne se reproduirait pas. D'autres actions qui sont menées à la fois par nos PEMR, nos filières, et j'en profite vraiment pour les remercier, avec un groupe com qui s'est articulé en différents sous-groupes, notamment avec des actions de communication auprès de la pharmacie, des actions de communication auprès du jeune public avec des interventions dans des écoles, par exemple. Un escape game qui, à l'origine, a été créé au niveau de la PEMR de Saclay, et avec la filière Oscar et la filière Respifil, et qui, depuis l'année dernière, s'exporte dans d'autres hôpitaux de l'AP et en région également. Donc voilà, évidemment, des stands aussi qui sont dans nos hôpitaux. Et on voulait faire un petit focus également sur le partenariat avec ADP,
parce qu'on peut aussi sensibiliser avec d'autres acteurs un peu plus loin du soin. Voilà, donc première action l'année dernière avec ADP, c'est reproduit cette année. Donc si vous prenez l'avion demain soir et que le terminal 1 est illuminé, sachez qu'il y a un peu l'AP derrière pour sensibiliser voilà, aux maladies rares et acculturer le plus grand nombre. Et du coup, c'est une action qui s'est montée via la filière Oscar. Et par ailleurs, Agnès a fait une intervention la semaine dernière pour justement parler aussi du parcours de vie au global des patients, parce que partir en vacances, ça peut être sympa aussi, même quand on est malade. Je te laisse. Oui, un petit rapidement sur le plan national maladie rare 4, donc qu'on avait piloté avec Guillaume Cano et donc qui est maintenant coordonné par Sylvie Audan et Alexandre Belot, mais plusieurs collègues de l'AP sont impliqués et coordonnent les groupes de travail. J'ai vu que Célia était dans la salle et elle s'occupe de l'axe 1 puisqu'elle est très impliquée dans toute la question du parcours de soins et de la transition. Olivier Sidbon est impliqué dans les thérapeutiques et Valérie Cormier dans la partie diagnostic. J'en oublie probablement, parce qu'après, dans les groupes, il y a énormément de monde. Mais sur les points, on a un peu souligné en jaune, c'est juste pour montrer que dans chacun de ces axes, qui sont améliorer le parcours de vie et de soins des patients, faciliter et accélérer le diagnostic, promouvoir l'accès aux traitements pour les maladies rares, y compris les maladies, les traitements innovants, et développer les bases de données et les biobanques. Dans chacun de ces axes, la PHP a sa place et va développer des actions dédiées dans ces sous-axes. Je voudrais faire juste un petit focus. Donc, effectivement, on peut discuter avec Célia de tout l'aspect parcours, comment on peut améliorer le parcours de soins. Et aujourd'hui, il est vraiment bien identifié à l'AP. Sur le diagnostic, faciliter le diagnostic, c'est aussi accéder au dépistage et au repérage des patients. Et un des grands axes du PNMR4, c'était de soutenir le dépistage néonatal, l'élargissement du dépistage néonatal à des pathologies qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Les biobanques, la base de données, on a parlé de la BNDMR, mais les biobanques, ça c'est une thématique qui rentre de plein pied dans le plan maladie rare 4. C'est une nouveauté du plan maladie rare 4 et c'est de bien mettre en valeur qu'on doit s'organiser pour les collections biologiques. Et ça, c'est pour soutenir la recherche. Et c'est une véritable action collective entre le soin et la translation vers la recherche. Mais ça ne peut se faire que de façon organisée. Il y a donc un plan biobanque qui est soutenu par le ministère et qui est coordonné par Céline Vertuif, qui est professeure de génétique à Saclay. Aurélie, peut-être un peu sur le... très vite, parce que nous n'avons plus de temps. On va aller très vite sur... du coup, c'est posé très rapidement après donc la publication du plan, il y a maintenant 1 an, la question d'une déclinaison d'une feuille de route qui soit institutionnelle à PHP. Donc, on a posé la question aux copines de l'année dernière, maladies rares, savoir comment est-ce qu'on faisait justement pour décliner cette feuille de route donc à nos différents acteurs du COPIL, à savoir nos PMR, nos filières, les ERN, des directions du siège, un représentant des usagers également, évidemment. Et finalement, voilà, ce qui est sorti de façon assez consensuelle, c'était que on ne voulait pas une feuille de route très descendante, mais qu'il fallait qu'elle vienne du terrain. Donc, l'été dernier, on a proposé un atelier. Je ne reviendrai pas trop sur la méthodologie. On n'a pas le temps de revenir dessus, mais après, voilà, je suis à disposition si vous avez des questions. Mais cet atelier, le but, c'était vraiment de prioriser parmi les 75 actions du plan, lesquelles concernaient davantage notre institution. En lien forcément avec des grands projets nationaux comme le plan France Médecine Génomique, France 2030, effectivement avec les biobanques, et Céline Vertuif qui est fortement impliquée dedans. Et puis des stratégies beaucoup plus institutionnelles comme les MTI qui ont été pas mal abordées dans l'introduction à la fois de Monsieur le Directeur Général et du professeur Salomon également. Des connexions avec notre plan patient et puis connexion médecine génomique APHP, pardon. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est vraiment des éléments de méthodologie, les questions des différents participants à l'atelier.
Il voulait évidemment une priorisation institutionnelle des actions, clarifier le rôle de l'AP, éviter l'écueil que tout se passe en silo, parce qu'il y a forcément des actions évidemment nationales avec un pilotage national du plan. Donc il faut vraiment qu'on s'inscrive en complémentarité. La question de savoir aussi comment est-ce qu'on embarque des structures qui ne sont pas que locales, comme nos PEMR, mais nationales ou internationales, comme les filières et les ERN. Et c'est véritablement un enjeu pour nous. Donc globalement sur les connexions avec nos grands projets APHP en cours actuellement par rapport à cette feuille de route, on peut parler évidemment du projet médical parce que les maladies rares, elles sont représentées absolument dans toutes les spécialités d'organes. Elles représentent évidemment cette expertise. Je me dépêche, c'est ça. Le plan patient avec, par exemple, tout ce qui va être enjeu de handicap, la place de l'aidant également, les parcours complexes qui ont fait l'objet d'une étude assez poussée, à la DST, en lien avec les GHU, et les maladies rares sont forcément concernées. Des groupes de travail qui sont déjà en place, un groupe de travail autour de Direct APHP qui est à la frontière entre à la fois ces enjeux ville-hôpital et puis répondre à des problématiques d'errance diagnostique. Un groupe VILOP avec des questions d'articulation avec les acteurs de ville, les CPTS, les DAC, les équipes relais handicap rare, du coup, qui sont traités dans ce groupe. GT de communication, on en a déjà parlé un petit peu à travers la Journée internationale maladies rares. Plus loin que la communication, l'acculturation et éventuellement aussi des enjeux de formation, y compris de nos professionnels de santé, et tout ça, ça se fera en lien avec les structures ad hoc à l'AP. Un guichet unique chez un soigné qui est mis en place depuis quelques mois à la PEMR Saclay et qui s'inscrit en complémentarité de ce qui est fait au niveau de la plateforme Maladies Rares avec Maladies Rares Info Service. Au niveau de l'axe 2, le plan médecine génomique APHP qui va s'inscrire en complémentarité de ce qui est fait avec Sequoia. Les maladies rares sont évidemment identifiées comme un axe de réflexion, encore une fois pour lutter contre l'errance diagnostique et en particulier dans le cas de la déficience intellectuelle. Stratégie MTI, comme je dois vraiment me dépêcher et Laure m'en voudra pas, je ne retournerai pas plus sur le sujet, je pense que ça a été déjà pas mal détaillé. On a sur les 5 qui ont été AMM actuellement, 4 qui sont dispensés à l'AP. Je pense au Vigivec notamment, où il y a aussi des enjeux de parcours un peu particuliers puisqu'il est administré en HAD. Et puis l'axe 4, on en a déjà parlé avec les CRB, évidemment la BNDMR. Et donc un pilotage de cette feuille de route. Alors, en amont, une définition évidemment, et un pilotage qui sera à travers le COPIL maladies rares qui est porté par la DST. Et donc, le professeur Agnès Linglard nous fait le plaisir d'en faire le portage médical. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a eu 2 très belles présentations. C'est frustrant de s'arrêter. Et du coup, on a pris sur nous de poser quelques questions. J'espère qu'il y en a quelques-unes. Sinon, moi, je vais en avoir. Mais il ne faut pas me laisser le micro. Alors, super. Nadia. Merci à tous. Et je crois qu'on est tous d'accord, acteurs des centres de référence, pour voir les progrès réalisés. Et surtout... les partenariats et la collaboration avec les paramédicaux et avec les pédiatres, les adultes. Je crois qu'hors maladies rares, c'est difficile d'avoir cet éventail de collaboration. Je voudrais juste dire peut-être un petit bémol, en tout cas en ce qui m'a concernée, moi, quand j'étais coordonnatrice, c'est le manque peut-être de rapidité dans les processus de signature de dossiers, etc., pour tout ce qui est recherche avec nos directions de recherche clinique, ou par rapport aux Européens, par exemple, quand il y avait des appels d'offres. Et s'il y a peut-être un progrès là, parmi tout ce qui a été fait, peut-être ça, à voir où peut-on agir, quels sont les leviers pour accélérer toutes ces signatures de dossiers quand on fait des essais thérapeutiques, etc. Parce que parfois on est en retard et donc les essais sont faits dans d'autres pays.
Oui, enfin, je pense que ça, c'est une expérience partagée. Alors, il y a une question un peu globale dont l'AP doit s'emparer, voilà. D'ailleurs, ça a commencé, les travaux, enfin, ça commence. Il y a une question d'expertise, c'est certain, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des gens qui connaissent le milieu des maladies rares, qui connaissent les spécificités des essais cliniques maladies rares, qui peuvent avoir des méthodos très particulières et des conditions très particulières, tout à fait. Et donc, on a besoin d'avoir des interlocuteurs dans les différentes directions. Hein. C'est pas que la DRCI, mais on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui ont cette connaissance maladie rare effectivement pour que ça puisse avancer. Tout à fait. Peut-être une autre question. Sinon, moi, j'avais une autre question, une autre remarque. Ce qui me vient à l'esprit quand j'ai vu les deux présentations précédentes, c'est qu'on est une grosse structure publique. Donc, on est très gros. On regroupe beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, et de public avec beaucoup d'envie, sans avoir d'envie de gagner de l'argent localement, en tout cas pour la plupart. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se sert beaucoup de nos forces, qu'on a beaucoup de faiblesses aussi, comme l'a dit Nadia, mais comment est-ce qu'on pourrait plus se servir de nos forces pour justement gommer un peu nos faiblesses, notamment dans l'accès ou dans l'utilisation des bases de données maladies rares ou de ce type-là. Donc c'est parfois la question que je me posais, comment est-ce qu'on peut imposer certaines choses à d'autres? Imposer au privé, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, par exemple. Je ne sais pas s'il faut imposer au privé. On avait beaucoup discuté avec Guillaume Cano de travailler avec le privé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas freiner les gens ou les empêcher de faire des choses. En revanche, on doit avancer avec eux et à la même vitesse qu'eux, ce qui n'est pas facile, et voir comment est-ce qu'on peut s'approprier ça a été mentionné. S'ils font du génome, mais qu'ils ne sont pas capables d'interpréter le résultat, nous, on doit être présents. Il y a toute la question de la conservation des données, qui, comment, où, etc. Mais l'expertise, elle est où ? Elle est là, elle est chez nous, elle est dans le public, elle est à la PHP. Et donc, il faut qu'elle soit visible, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle soit accompagnée pour qu'on puisse travailler et laisser peut-être des choses qui sont moins, je sais pas, moins intéressantes, je sais pas, mais voilà, à d'autres. Non, je suis tout à fait d'accord de faire en collaboration. On est tout à fait dans le scope de ce qui se passe pour les MTI aussi. Le privé va s'en désintéresser parce qu'économiquement, c'est pas intéressant. Nous, il y a nos patients au bout et on décide aussi de s'investir là-dessus. Donc, je pense qu'on peut aussi s'inscrire en complémentarité dans ces enjeux-là. Non, c'était pas du tout pour se mettre contre, mais c'était juste pour dire voilà. ensemble, mais parfois on peut proposer. Exactement, on peut quand même s'imposer comme ayant l'expertise. Merci beaucoup pour cette présentation.